Il m'a regardé dans les yeux. Moi, sa mère, celle qu'il avait mis au monde, élevée seule pendant 22 ans après la mort de son père, et il m'a dit « Je veux pas de ce vieux terrain. C'est ta maison que je vais garder. » Je me souviens du silence qui a suivi. Pas un silence de stupeur, un silence de calcul. Parce que dans ma tête, à ce moment précis, une seule pensée tournait, froide et précise comme une lame de couteau. J'avais vendu cette maison 3 semaines plus tôt. Je m'appelle Marguerite Fontaine. J'ai 67 ans. J'ai travaillé 38 ans comme institutrice dans une école primaire du 12e arrondissement de Paris, rue du Faubourg Saint-Antoine, à 2 pas de la place de la Bastille. Pendant 38 ans, j'ai traversé ce quartier le matin avec le bruit des volets qui s'ouvraient sur les façades haussmanniennes, l'odeur du pain frais qui sortait de la boulangerie Moulin d'Or au coin de ma rue, le sifflement du bus 61 qui me dépassait quand j'étais en retard. Pendant 38 ans, j'ai cotisé, trimestriel après trimestriel, sans jamais manquer un seul, pour construire ma retraite. 152 trimestres validés. Une pension de 1 840 € par mois. Pas une fortune. Mais ma fortune à moi, construite à force de travail, de lever à 6 heures du matin et de correction de cahiers le soir à la table de cuisine. Et puis, il y a eu Sébastien, mon fils, 41 ans aujourd'hui. Beau garçon, ça je ne le nierai pas, avec le sourire de son père et les yeux de sa grand-mère maternelle. Je l'ai aimé comme on aime un enfant unique qu'on a élevé seul, c'est-à-dire avec tout ce qu'on a, sans réserve, sans compter. Peut-être trop, peut-être que c'est là que j'ai fait l'erreur de ma vie, pas de l'avoir aimé, mais de n'avoir pas vu arriver le moment où cet amour serait devenu, dans ses mains, un outil. Et puis il y a eu Karim Ben Ali, le compagnon de mon fils depuis 7 ans. 44 ans, originaire de Clermont-Ferrand, installé à Paris depuis ses 20 ans avec la ferme intention de ne jamais regarder en arrière. Grand, élancé, avec une façon de parler qui donnait l'impression qu'il avait tout réfléchi avant, que chaque phrase était construite pour produire un effet précis. Il portait toujours des chemises bien repassées. Il connaissait les vins de Bourgogne et citait Camus dans les dîners. Il disait Madame Fontaine avec un sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Je n'ai jamais aimé Karim Ben Ali. Dès le premier dimanche où Sébastien me l'a présenté dans mon appartement du 12e, un appartement de 82 mètres carrés que j'avais acheté en 1989 pour 210 000 francs, équivalait aujourd'hui, selon les dernières estimations de l'agence Foncia, 420 000 €. J'ai senti quelque chose qui ressemblait à un courant d'air sous une porte fermée, quelque chose qui ne collait pas. Ce jour-là, il n'avait pas salué mon frère Pierre qui était venu déjeuner. Il avait serré la main des hommes, embrassé les femmes, mais Pierre, qui avait 65 ans à l'époque et qui était retraité de la poste, n'avait eu droit qu'à un hochement de tête distrait, comme si Pierre n'entrait pas dans la catégorie des personnes qui méritaient un effort. Pendant le repas, quand nous avions évoqué nos étés en Bretagne dans les années 80, Karim avait souri avec cette légère condescendance de celui qui a dépassé les colonies de vacances et les grandes tablées provinciales. Il avait mangé mon gratin dauphinois sans commentaire. Ce n'était pas rien, ça. Mon gratin dauphinois, c'était la recette de ma mère, avec la crème entière de chez le crémier du marché d'Aligre et les pommes de terre de Sarlat. Tout le monde commentait mon gratin dauphinois, mais j'avais souri, j'avais servi le dessert, j'avais fait du café, parce que c'est comme ça que j'avais été élevée. On accueille, on nourrit, on sourit. Et puis Sébastien semblait heureux. Et le bonheur de mon fils, pendant très longtemps, a suffi à faire taire mes instincts. Comment expliquer comment on arrive à ce moment où un homme vous dit, à vous, qu'il veut prendre votre maison? Ce n'est pas instantané. Ce n'est jamais instantané. C'est une construction patiente, méthodique, qui prend des années et qui commence par des choses si petites qu'on se demande si on ne les invente pas. Les premières manœuvres de Karim ont commencé environ 18 mois après leur installation ensemble, dans le 14e arrondissement, dans un appartement en location sur l'avenue du Général Leclerc. Il avait commencé par les petites observations, celles qu'il glissait dans les conversations avec Sébastien et que Sébastien me répétait ensuite, pensant bien faire. « Ta mère s'inquiète trop pour toi, c'est étouffant pour un homme de 40 ans. Ta mère appelle trop souvent, tu n'es plus un enfant. Ta mère et ses histoires de famille, ça fait des années qu'elle ressasse les mêmes choses. » Sébastien me répétait ça avec une sorte de gêne, comme s'il cherchait à me préparer à quelque chose sans pouvoir me dire quoi. Et moi, la première fois, j'avais répondu « c'est normal qu'il ait ses opinions » et j'avais changé de sujet. Ensuite, il y avait eu les repas du dimanche. Pendant des années,
Le déjeuner du dimanche, chez moi, était sacré. Sébastien venait, parfois avec des amis, parfois juste nous deux. Je cuisinais. On parlait. On regardait les matchs si c'était la bonne saison. C'était peu, mais c'était à nous. Avec Karim, les dimanches avaient dû commencer à se faire rares. 1 semaine sur 2, puis 1 sur 3. Des excuses variables. Ils avaient des amis à voir, des week-ends prévus, Karim était fatigué, et quand il venait, Karim restait sur son téléphone pendant les apéritifs, répondait aux messages à table, se levait pour téléphoner en plein milieu du repas. Sébastien ne disait rien. Moi, j'avais arrêté de dire quelque chose depuis la 3e fois où ça s'était passé, parce que la 3e fois, j'avais dit doucement qu'on pourrait peut-être laisser les téléphones pendant le déjeuner. Et Karim avait souri et avait dit bien sûr, Madame Fontaine, avec le ton de quelqu'un qui condescend à accorder une faveur. Le vrai tournant avait été en décembre 2018. Sébastien m'avait appelé un dimanche soir, la voix un peu hésitante, pour m'expliquer qu'il allait investir dans un petit commerce, une épicerie fine dans le 15e, et qu'il aurait besoin d'un apport. Je lui avais demandé combien. Il avait dit 25 000 €. J'avais les économies. J'avais le livret A. J'avais un plan épargne qui dormait depuis des années. J'avais dit oui sans hésiter, parce que c'était mon fils et que je croyais en lui. 2 semaines plus tard, j'avais rencontré maître Colette Arnaud, notaire de mon arrondissement, pour formaliser le prêt familial. C'est là que Karim avait montré pour la première fois son vrai visage. Il était venu avec Sébastien à l'étude, et il avait passé 20 minutes à expliquer à maître Arnaud pourquoi un prêt familial était fiscalement moins intéressant qu'une donation. Pourquoi il valait mieux que je fasse une donation simple qui permettrait de déduire les droits sur la succession future. Maître Arnaud l'avait regardé avec l'expression que les notaires ont quand quelqu'un dit quelque chose de techniquement juste mais moralement révélateur. Moi, j'avais regardé mon fils. Sébastien regardait ses chaussures. J'avais fait le prêt, pas la donation, et j'avais gardé l'acte signé chez moi, dans le tiroir du bas de mon secrétaire en merisier que mon mari m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. Ce soir-là, en rentrant à pied depuis l'étude du notaire jusqu'à chez moi, 21 minutes à pied parce que j'avais besoin d'air, j'avais commencé à observer, pas encore à agir, mais à regarder avec des yeux différents. Pour comprendre ce qu'était vraiment Karim Ben Ali, il faut comprendre d'où il venait. Non pas pour l'excuser, ce que je vais vous dire ne l'excuse en rien, mais parce que les gens qui vous détruisent ne sortent jamais de nulle part, et que comprendre le mécanisme de la destruction, c'est la première étape pour y résister. Karim était né en 1980 dans une cité de Clermont-Ferrand, fils d'un père ouvrier à la Michelin et d'une mère qui avait élevé 4 enfants dans un appartement de type HLM de 60 mètres carrés. Ce n'était pas la misère, mais c'était la limite. La limite entre avoir et ne pas avoir. La limite entre le lycée général et le lycée technique. La limite entre partir et rester. Il était parti. Il avait eu son bac avec mention, une bourse, et il était monté à Paris à 20 ans avec 2 valises et la conviction que la ville lui devait quelque chose. Il avait fait une école de commerce dans le 16e arrondissement, pas les grandes écoles, mais un établissement convenable. Et il avait passé les 15 années suivantes à construire une persona. La persona du cadre cultivé, du homme qui sait commander le vin, qui connaît les bons restaurants, qui dit vous à ceux qui méritent le vouvoiement et adopte rapidement le tu avec ceux qu'il veut mettre à l'aise pour mieux les contrôler. Ce qu'il avait appris dans sa famille, c'était que les apparences étaient une armure et que la faiblesse était une porte ouverte sur laquelle les autres entraient sans frapper. Pas parce que sa famille était cruelle, mais parce que dans les familles qui vivent à la limite, on n'a pas le luxe de l'introspection. On avance, on ne montre pas, on gère. Sauf que Karim avait transformé cette leçon de survie en système de prédation. Il avait appris à identifier les gens qui avaient quelque chose, de l'argent, des biens, de la stabilité, et à construire patiemment une relation de dépendance avec eux, pas en leur prenant tout d'un coup, en les isolant d'abord, en devenant indispensables ensuite, en fragilisant leur jugement sur eux-mêmes pour enfin. Je n'étais pas la première, je l'ai su bien plus tard, mais j'y reviendrai. La chose importante à comprendre, c'est que Karim n'était pas un monstre né. C'était un être humain qui avait fait des choix répétés, conscients, qui avait construit le prédateur qu'il était devenu. Comprendre son histoire m'a aidé à le voir clairement, pas à lui pardonner, mais à ne plus avoir peur de lui. Parce que les gens qui ont peur de leur propre fragilité et qui la masquent derrière le contrôle des autres,
Quand on leur retire le contrôle, ils s'effondrent. Et savoir ça, c'est une arme. Cette histoire, si elle vous touche, si vous vous reconnaissez dans ce sentiment d'être lentement effacé par quelqu'un qui sourit à la face du monde, continuez à regarder. Parce que ce que j'ai fait ensuite, personne dans cette famille ne l'avait vu venir. Likez cette vidéo si vous voulez que d'autres femmes dans ma situation la trouvent. Abonnez-vous, parce que la suite va vous montrer qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre ce qui vous appartient, et que le reprendre intelligemment, ça fait tellement plus mal à ceux qui vous ont volé. Entre décembre 2018 et l'été 2022, j'ai vu la machine s'accélérer. Ce n'est pas agréable à raconter, parce que ça implique d'admettre jusqu'où j'ai laissé les choses aller avant d'agir. Mais je vous le raconte parce que c'est exactement cette progression que vous devez reconnaître, dans votre propre vie ou dans celle de quelqu'un que vous aimez. En 2019, Karim avait suggéré à Sébastien que mon appartement était trop grand pour moi seul, que je dépensais inutilement pour des charges de copropriété élevées, 340 € par mois pour le syndic, les parties communes, l'ascenseur, et qu'il serait plus rationnel pour moi de vendre et de m'installer dans quelque chose de plus petit. Sébastien m'avait rapporté ça en ajoutant que Karim avait peut-être raison, que ça ferait du bien d'avoir un capital disponible plutôt qu'immobilisé dans les murs. Je lui avais répondu que j'habitais cet appartement depuis 30 ans, que j'y avais élevé Sébastien lui-même, et que je ne voyais pas pourquoi je devrais vendre ce qui m'appartenait pour libérer du capital, que je n'avais pas besoin de libérer puisque j'avais ma retraite. Sébastien avait dit « Maman, tu exagères, c'est juste une suggestion ». Et la conversation s'était terminée là. Mais la suggestion était revenue, sous d'autres formes. En 2020, pendant le confinement, Karim avait eu l'idée, présentée comme un geste de générosité, de m'aider à gérer mes finances. Il avait dit qu'avec les taux d'intérêt de l'époque, mes économies sur le livret A perdaient de la valeur en termes réels, que je devrais investir dans de l'assurance vie, qu'il connaissait un conseiller financier qui pourrait m'orienter. J'avais refusé poliment. Je ne savais pas encore qu'il avait, dans le même temps, convaincu Sébastien de me demander une procuration sur mes comptes bancaires, au cas où je serais malade ou indisponible. Sébastien me l'avait demandé un dimanche de mars 2020, pendant le premier confinement, par téléphone. Il avait dit que c'était juste une précaution, que beaucoup de gens le faisaient, que ça ne signifiait rien. J'avais dit que j'y réfléchirais. J'avais raccroché, et j'avais noté dans mon cahier, un cahier à spirale bleu marine que j'avais acheté exprès, la date, l'heure et les mots exacts de cette conversation. Ce cahier allait devenir l'une des pièces les plus importantes de ce qui se préparait. En 2021, les choses avaient repris une autre dimension. Karim avait rencontré, dans ses fréquentations professionnelles, un homme du nom de Frédéric Sorel, avocat fiscaliste dans le 16e arrondissement. Ensemble, ils avaient élaboré un plan qui, je l'ai découvert bien plus tard, visait à transférer la propriété de mon appartement dans une SCI, une société civile immobilière, dont Sébastien et Karim auraient été les gérants, avec moi comme associé minoritaire. Le montage était légalement faisable. C'est ça qui était vertigineux. Dans le système français, une SCI familiale est un outil tout à fait légal de gestion patrimoniale. Des milliers de familles en ont. Le problème, dans leur version du plan, était dans les statuts de la SCI qu'ils avaient rédigés. Des statuts qui donnaient aux gérants le pouvoir de prendre des décisions sur le patrimoine sans requérir l'accord des associés minoritaires au-delà d'un certain seuil de valeur. Ce seuil avait été fixé à 80 000 €. L'appartement valait 420 000 €. Autrement dit, si j'avais signé ces statuts, j'aurais conservé des parts dans la SCI, mais Sébastien et Karim auraient pu vendre l'appartement, le louer, le refinancer, sans avoir besoin de mon accord. Karim m'avait présenté ce projet lors d'un déjeuner en novembre 2021, chez eux dans le 14e, avec le sourire de celui qui vous offre un cadeau. Il avait sorti des documents imprimés, bien reliés, et m'avait expliqué les avantages fiscaux de la SCI en matière de succession, la simplicité de transmission du patrimoine, la protection juridique pour tous. Sébastien était assis en face de moi et regardait son assiette de jarret de veau aux carottes avec une concentration excessive. J'avais pris les documents. J'avais dit que j'allais les lire attentivement. J'avais souri. Je n'avais rien signé. Ce soir-là, j'avais passé 4 heures à lire les statuts ligne par ligne, avec le code civil ouvert à côté sur la table. Et j'avais trouvé l'article problématique. Page 16, alinéa 4,
relatif au pouvoir du gérant. Le lendemain matin, j'avais appelé maître Arnaud pour lui lire l'article 4. Il y avait eu un silence. Puis elle avait dit « Madame Fontaine, n'y touchez pas ». Et elle m'avait recommandé une confrère, maître Sophie Leblond, avocate spécialisée en droit de la famille au cabinet Leblond et Associés, rue Nationale dans le 13e. Je n'avais pas encore appelé maître Leblond, mais j'avais noté son nom dans le cahier bleu. En 2022, Karim avait changé de tactique. Puisque la SCI n'avait pas fonctionné, j'avais dit à Sébastien que j'avais besoin de temps pour réfléchir et le temps avait continué de s'écouler sans signature. Il était passé à autre chose. Il avait commencé à me parler de ma santé. Avec une sollicitude parfaitement calibrée, il me demandait régulièrement si je dormais bien, si j'avais vu mon médecin traitant, si je me sentais parfois confuse ou oublieuse. Une fois, devant des amis communs réunis pour l'anniversaire de Sébastien, il avait glissé dans la conversation que j'avais eu du mal à retrouver mon chemin en sortant d'un restaurant quelques semaines plus tôt, ce qui était faux. Entièrement faux. C'était du gaslighting, comme on dit aujourd'hui. En bon français, c'était de la manipulation psychologique visant à me faire douter de ma propre perception de la réalité. Et certains soirs, après ces conversations, assise dans ma cuisine avec le bruit de la pluie sur les toits de zinc de l'immeuble d'en face et la tasse de camomille qui refroidissait entre mes mains, je me posais la question. Est-ce que j'exagère? Est-ce que je projette? Est-ce que je suis injuste avec un homme qui essaie juste d'aider ma famille? La réponse était dans le cahier bleu. Je relisais les dates, les phrases notées mot pour mot, les événements consignés avec leurs témoins. Et la réponse était non. Je n'exagérais pas, je voyais clairement. C'est à cette période que j'ai commencé à comprendre quelque chose d'important sur Karim Ben Ali. Il n'était pas le premier à faire ce qu'il me faisait. Il y avait une femme avant moi, une femme qui s'appelait Nathalie Guerrier, que Karim avait fréquentée pendant 5 ans, entre 2009 et 2014. Nathalie habitait à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Elle avait une fille de l'union précédente et un appartement dont elle était propriétaire depuis 15 ans. Je l'ai trouvée par hasard, ou plutôt par la méthode de quelqu'un qui commence à chercher sérieusement. J'avais demandé à mon frère Pierre, qui a des facilités avec les recherches sur Internet que je n'ai pas, de regarder ce qu'on trouvait sur Karim Ben Ali en cherchant bien. Pierre avait trouvé un commentaire sur un forum de soutien pour personnes victimes de manipulation affective. Un commentaire vieux de 4 ans, signé NG de Lyon, qui décrivait avec une précision troublante le même schéma. L'entrée dans la vie d'une femme avec enfant, l'installation progressive, les tentatives de prise de contrôle du patrimoine, l'isolement des amis et de la famille, les questions sur la santé mentale. Pierre avait retrouvé Nathalie Guerrier via un réseau professionnel. Il lui avait écrit. Elle avait accepté de parler. Ce qu'elle nous avait raconté au téléphone, 1h30, un samedi soir de novembre, moi assise dans mon fauteuil avec le cahier bleu ouvert sur les genoux et Pierre à côté de moi qui prenait des notes, avait confirmé tout ce que je suspectais. Karim avait utilisé les mêmes méthodes avec elle. Il avait essayé de prendre le contrôle de l'appartement de Lyon via un autre montage, plus grossier, qui avait échoué parce que le notaire lyonnais de Nathalie avait refusé de valider l'acte. Karim était parti après cet échec, en laissant Nathalie avec des dettes communes et des années de reconstruction psychologique devant elle. Nathalie avait accepté de témoigner si nécessaire. J'avais noté son accord dans le cahier bleu, et après avoir raccroché, j'avais regardé mon frère Pierre. Et j'avais dit « Maintenant, on appelle Maître Leblond ». La décision silencieuse n'avait pas eu de décor particulièrement dramatique. Elle n'avait pas eu lieu lors d'une grande scène de confrontation, ni pendant une nuit d'insomnie au bord des larmes. Elle avait eu lieu un mardi matin de janvier 2023 à 7h15 dans ma cuisine, avec le café qui chauffait sur le gaz et la lumière froide de l'hiver parisien qui entrait par la fenêtre qui donnait sur le puits de lumière de l'immeuble. J'avais fait tomber, en cherchant une tasse dans le placard du haut, la tasse bleue à fleurs jaunes que mon mari m'avait rapportée de Bretagne lors de notre dernier été ensemble, en 1997. La tasse s'était brisée en 3 morceaux nets sur le carrelage de la cuisine. Et j'avais regardé ces 3 morceaux sans bouger pendant peut-être 2 minutes. Ce n'était pas la tasse que je pleurais. C'était le fait que j'avais failli laisser des gens me casser de la même façon, en petits morceaux nets, sans jamais répliquer. Mon mari était mort d'un infarctus à 52 ans et j'avais continué. Les grèves de l'hiver 95 avaient paralysé les transports pendant 3 semaines et j'avais fait le trajet à pied en portant mon cartable de cours.
J'avais élevé Sébastien seul, avec ma paie d'institutrice et les allocations familiales, sans jamais demander à personne de combler ce que je n'avais pas. Et là, j'allais laisser un homme que je n'avais pas choisi, que la vie n'avait pas mis sur ma route, que mon fils avait ramené un dimanche avec son sourire étudié. J'allais laisser cet homme me prendre ce que j'avais bâti. J'avais ramassé les 3 morceaux de la tasse bleue. Je les avais posés sur l'appui de fenêtre, et j'avais pris mon téléphone. À 9 heures du matin, j'avais un rendez-vous le jeudi suivant avec maître Sophie Leblond. Ce jeudi-là, je m'étais levée à 6h30. J'avais acheté ma baguette tradition à la boulangerie du coin, chez Bernard, rue Taine, une boulangerie que je fréquentais depuis 23 ans et dont Bernard fils avait repris le four de son père avec le même savoir-faire. Et j'avais mangé mes tartines avec du beurre demi-sel de Bretagne et de la confiture d'abricot que j'avais faite moi-même en juillet. J'avais bu mon café allongé debout devant la fenêtre. Et j'avais pris mon cabas en cuir marron, celui que j'utilisais depuis 15 ans, dans lequel j'avais glissé le cahier bleu, les photocopies des documents de la SCI, les relevés de compte de notre compte joint. Sébastien et moi avions un compte joint que j'avais ouvert pour lui quand il était étudiant et que nous n'avions jamais fermé, et les impressions que Pierre avait faites depuis le forum et des recherches sur Karim Ben Ali. Je me souvenais du trajet en métro jusqu'au 13e, de l'odeur de la rame, des publicités sur les quais, du contrôle automatique des portes. Je me souvenais d'avoir pensé à Sébastien dans le métro, à l'enfant qu'il avait été, à la façon dont il s'endormait avec un livre sur la figure à l'âge de 8 ans. Et je me souvenais d'avoir pensé ensuite, très clairement, cet enfant-là a fait ses choix. L'adulte qu'il est devenu a fait ses choix. Et ses choix ont des conséquences. Je n'avais pas pleuré dans le métro. J'avais regardé les annonces de stations défiler. Le cabinet de maître Leblond était au 3e étage d'un immeuble haussmannien de la rue Nationale, avec un parquet qui grince et des moulures au plafond peintes en blanc cassé. Maître Leblond avait 48 ans, les cheveux courts, poivre et sel, des lunettes à monture fine et une façon d'écouter qui donnait l'impression qu'elle enregistrait tout sans perdre un mot. Elle m'avait laissé parler pendant 20 minutes sans m'interrompre une seule fois. Puis, elle avait regardé les documents. Puis, elle avait regardé le cahier bleu. « Vous avez tenu ce cahier depuis quand ?» Elle m'avait demandé. « Depuis mars 2020, j'avais répondu. » Elle avait hoché la tête lentement. Et elle avait dit « Madame Fontaine, vous avez fait exactement ce qu'il fallait faire. » Cette phrase, dans ce bureau avec la lumière de janvier qui entrait par les fenêtres, à petits carreaux, et l'odeur de papier et de vieux cuir des dossiers qui s'empilaient sur les étagères, cette phrase m'avait traversé comme un courant électrique. Non pas parce qu'elle me donnait raison, mais parce qu'elle me confirmait que ce que j'avais perçu était réel, et que la réalité avait une valeur légale. Maître Leblond avait posé 2 questions essentielles. Première question, l'appartement était-il encore entièrement en mon nom ? Oui, je n'avais rien signé. Ni la procuration, ni les statuts de la SCI. Maître Arnaud pouvait confirmer qu'elle m'avait conseillé de ne rien signer. Deuxième question, le compte joint avec Sébastien. Qu'est-ce qu'il contenait comme mouvement suspect ? J'avais sorti les relevés. Ensemble, nous avions regardé les virements. Il y en avait plusieurs, entre 2020 et 2022, de montants variables. 3 000 €, 5 000 €, 2 fois 1 500 €, effectués depuis le compte joint vers un compte dont le RIB n'était pas celui de Sébastien. Un compte que je ne reconnaissais pas. Maître Leblond avait pris une grande inspiration. Elle m'avait expliqué qu'il serait nécessaire de demander au tribunal d'identifier à qui appartenait ce compte. Elle m'avait parlé de la procédure, du délai, des pièces à réunir. Elle m'avait dit que si ce que nous supposions était avéré, que l'argent avait été viré sur un compte de Karim ou d'une structure qui lui appartenait, on se trouverait potentiellement dans le cadre d'un abus de confiance au sens de l'article 344 du Code pénal. Nous avons construit la stratégie ce jour-là. Maître Leblond était précise, méthodique, et elle avait quelque chose que j'appréciais par-dessus tout. Elle ne me traitait pas comme une vieille dame fragile qu'il fallait consoler. Elle me traitait comme une cliente qui avait des droits et les moyens de les défendre. Il nous fallait encore 2 choses. Premièrement, un constat d'huissier pour l'état de l'appartement, pour documenter qui y avait accès, quels objets s'y trouvaient, et l'absence de tout dommage ou enlèvement non autorisé. Deuxièmement, je devais, avant la prochaine étape, fermer le compte joint, ce que j'avais fait le lundi suivant, à 9 h du matin, à l'agence du Crédit Agricole de la rue du Faubourg Saint-Antoine,
avec une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le même jour à Sébastien pour l'en informer, comme la loi l'y obligeait. Il m'avait rappelé 2 heures après la réception du courrier. Sa voix était étrange, pas en colère, mais comme quelqu'un qui commence à réaliser que quelque chose a changé et qui ne comprend pas encore quoi. « Maman, pourquoi tu fermes le compte ? » « Parce que j'en avais besoin, mon chéri, pour des raisons administratives. » Il y avait eu un silence, et il avait dit « Est-ce que tu nous en veux pour quelque chose ?» J'avais répondu non, bien sûr que non, et j'avais raccroché avec douceur. Dans mon cahier, j'avais noté 14 février 2023, 11h47, appel de Sébastien. Il a demandé si je leur en voulais pour quelque chose. Il a dit « nous », pas moi. « Nous ». Cela aussi, c'était une preuve. Les mois qui ont suivi ont été une période étrange. En surface, rien n'avait changé. Je continuais à aller au marché d'Aligre le samedi matin, à acheter mes légumes chez le maraîcher qui me connaissait depuis 15 ans, à boire mon café allongé au comptoir du bistrot au soleil de la Bastille, comme j'en avais l'habitude. Je continuais à voir mon frère Pierre le dimanche quand il montait de Seine-et-Marne. Je continuais à téléphoner à mon amie Yvette, qui avait été ma collègue à l'école primaire pendant 20 ans avant de prendre sa retraite à Montpellier. Mais en dessous, quelque chose se construisait avec une méthode que je n'aurais jamais cru posséder avant que la nécessité me la révèle. Maître Leblond avait obtenu du tribunal, par une procédure de communication de pièces, l'identification du titulaire du compte vers lequel avaient été effectués les virements depuis le compte joint. Le compte appartenait à une micro-entreprise enregistrée au nom de Karim Benali, Benali Consulting, dont l'objet social était flou, conseil en stratégie et développement commercial, et qui n'avait pas de site internet, pas de locaux connus et un chiffre d'affaires déclaré de 0 € pour les 2 premières années d'existence. Autrement dit, une coquille. Les virements depuis le compte joint représentaient un total de 22 000 € sur 2 ans. Mon argent. Viré sur la société de mon fils de fait, sur le compte d'un homme que je n'avais jamais autorisé à toucher à mes finances. Maître Leblond avait constitué un dossier. Elle l'avait transmis au procureur de la République de Paris pour qu'une enquête préliminaire soit ouverte. En parallèle, j'avais pris une décision sur laquelle je ne suis jamais revenu et que j'aurais dû prendre des mois plus tôt. J'avais appelé l'agence Foncia pour faire estimer mon appartement. Puis, j'avais appelé une deuxième agence, l'agence Guy Hoquet de la rue de Reuilly, pour une deuxième estimation. Les 2 estimations étaient concordantes. Entre 415 et 430 000 € pour l'appartement de 82 mètres carrés, au 2e étage, avec ascenseur, double exposition, parquet d'origine, dans un immeuble de 1890 avec une copropriété bien entretenue. J'avais mis en vente, pas parce que je voulais partir de chez moi, mais parce que j'avais compris que l'appartement, dans l'esprit de Karim, était l'objectif final, le bien concret, la valeur réelle autour de laquelle toute la manipulation avait été construite. Et si l'appartement changeait de main de façon légale, propre, avec les fonds versés directement à moi sur un compte ouvert en mon seul nom dans une banque différente, alors leur plan perdait son objet. J'avais reçu une offre d'achat ferme le 3 avril 2023. Un couple de 40 ans, 2 enseignants, qui voulaient aller s'installer dans le 12e. L'offre était à 418 000 €. J'avais accepté. Les actes avaient été signés chez Maître Arnaud le 28 mai 2023. L'argent avait été viré le même jour sur un compte caisse d'épargne, ouvert en mon seul nom, sans procuration, avec un seul signataire possible. Moi. Sébastien ne savait pas. Karim ne savait pas. Et c'est là qu'il faut vous raconter ce qui s'est passé le dimanche 11 juin 2023. Ce dimanche-là, Sébastien m'avait appelé pour me dire qu'il venait déjeuner. Pas une invitation, une annonce. Ils arrivaient à 12h30 avec une bouteille de Saint-Émilion et apparemment quelque chose d'important à me dire. J'avais préparé un poulet rôti avec des pommes de terre sarladaises, parce que c'était le plat préféré de Sébastien depuis l'enfance, et parce que je voulais que le déjeuner commence bien. Karim était entré le premier. Il avait regardé l'appartement avec les yeux de quelqu'un qui fait mentalement l'inventaire. Il avait posé la bouteille de vin sur la table, embrassé l'air à côté de mes joues et dit « Alors, vous avez réfléchi pour la SCI ?» J'avais souri. « Pas encore. » J'avais dit. « Laissez-moi servir l'apéritif. » Ils avaient bu leur vin. Sébastien était silencieux, tendu. Karim parlait. Il avait vu un appartement magnifique dans le 8e, il envisageait un investissement locatif, le marché était favorable malgré les taux, les notaires avaient du travail en ce moment. Il parlait de tout et de rien,
avec la fluidité de quelqu'un qui remplit le silence pour ne pas laisser l'autre réfléchir. Pendant le poulet, Karim avait sorti une enveloppe. À l'intérieur, des statuts de SCI remaniés, avec une donation entre vifs annexée, un document par lequel je donnais à Sébastien 60% des parts de l'appartement, à titre de donation simple pour une valeur fiscale déclarée, et une procuration générale sur mes comptes bancaires. J'avais regardé les documents, j'avais regardé mon fils. Sébastien regardait son assiette. Karim avait dit « C'est le bon moment, Madame Fontaine. Les droits de succession dans 5 ans seront peut-être beaucoup plus élevés. On protège tout le monde. » J'avais hoché la tête. J'avais dit « Vous permettez que je lise ?» Et j'avais lu, lentement, page après page, pendant que Karim remplissait son verre de Saint-Émilion et que Sébastien mangeait ses pommes de terre en silence. Quand j'avais eu fini, j'avais posé les documents sur la table et j'avais regardé Karim. Et j'avais dit « Il y a un problème avec ces documents, Karim. Ils portent sur un bien qui ne m'appartient plus depuis le 28 mai. » Le silence qui a suivi avait une texture particulière, dense, comme l'air avant un orage. Karim avait dit « Pardon ?» J'avais posé sur la table, à côté des statuts de la SCI et de la procuration, une photocopie de l'acte de vente signé chez Maître Arnaud, avec le prix de vente, les noms des acheteurs et ma signature en bas de chaque page. J'ai vendu cet appartement le 28 mai, j'avais dit. Les nouveaux propriétaires emménagent le 15 juillet. Vous avez donc 2 semaines pour prévoir votre prochain déjeuner ailleurs. Sébastien avait relevé la tête. Il était blanc comme le mur. Karim avait le regard d'un homme qui fait et refait les calculs en espérant qu'il donne un résultat différent. Et puis, et c'est ce moment dont je me souviendrai toute ma vie, parce que c'est là que le masque est tombé pour la première fois depuis 7 ans, Karim avait posé son verre de Saint-Émilion sur la table d'une façon qui n'était plus du tout celle de l'homme cultivé et mesuré. Et il avait dit, avec une voix que je ne lui avais jamais entendue, « Vous n'aviez pas le droit de faire ça. Cet appartement, c'était pour Sébastien. » Et j'avais souri. Ce sourire qu'on a quand on a attendu quelque chose très longtemps et qu'il arrive enfin exactement comme on l'avait imaginé. Cet appartement était à moi, j'avais dit. Acheté avec mon argent, entretenu avec mon salaire, hypothéqué de ma seule signature, au nom d'une seule personne sur tous les actes notariés depuis 34 ans. À moi, et j'en ai fait ce que j'ai voulu. Je me suis levé, j'ai pris les statuts de la SCI et la procuration. Je les ai pliés en 4 et je les ai mis dans mon cabas. Je leur ai dit que Maître Leblond prendrait contact prochainement pour la suite et que s'ils avaient des questions juridiques, ils pourraient s'adresser à elle directement. Sébastien a dit « Maman, attends, je n'ai pas attendu. Je suis sorti de mon propre appartement, de ce qui avait été mon appartement, sans me retourner, avec mon cabas en cuir marron, la photocopie de l'acte de vente et 34 ans de vie dans les murs que je laissais derrière moi. Dans l'ascenseur, l'odeur de produits de nettoyage que la gardienne utilisait tous les mardis. Sur le boulevard, le soleil de juin sur le bitume chaud, l'odeur de la circulation et de la pierre chauffée. Et quelque chose d'autre, quelque chose que je n'avais pas respiré depuis longtemps, de l'air. Les jours qui ont suivi, j'ai appris à vivre dans ce qui n'était plus chez moi, mais ce qui était pour l'instant mon territoire. J'avais 2 mois avant l'emménagement des acheteurs. 2 mois pour vider, trier, choisir ce que j'emportais et ce que je laissais. Ma sœur Jacqueline m'avait proposé de m'accueillir dans son appartement de Vincennes pendant la période de transition. Jacqueline, 62 ans, retraitée de la SNCF, veuve depuis 4 ans, avec un appartement de 3 pièces lumineuses qui donnait sur le parc floral. J'y avais mes habitudes, mes livres, ma tasse de remplacement, pas la bleue à fleurs jaunes, qui était en 3 morceaux sur mon appui de fenêtre, mais une tasse blanche que j'avais achetée au marché de Vincennes un mercredi matin et que j'aimais parce que je l'avais choisie seule. Chez Jacqueline, les matins sentaient le café et les tartines grillées et les géraniums rouges sur le balcon. Ça sentait la vie normale. Ça sentait comme avant. Sébastien avait appelé 3 fois la première semaine. Je n'avais pas décroché. La 4e fois, il avait laissé un message vocal. Sa voix était différente de la voix du dimanche du poulet rôti. Elle était plus petite, plus incertaine. Il disait « Maman, il faut qu'on parle. Il faut que tu me laisses t'expliquer. » Je l'avais écouté une fois. J'avais noté dans le cahier bleu « Message vocal de Sébastien, 17 juin 2023 » et je n'avais pas rappelé. Karim, lui, n'avait pas appelé directement. Mais Maître Leblond m'avait informé qu'il avait pris contact avec un avocat, un confrère spécialisé dans les litiges familiaux, et qu'une lettre recommandée allait arriver,
contestant la validité de la vente au motif que j'aurais agi sous une pression psychologique qui altérait mon consentement. C'était grotesque. Mais c'était légalement prévisible. Maître Leblond avait répondu par une lettre de 5 pages qui exposait point par point les éléments du dossier. Les tentatives répétées de prise de contrôle du patrimoine, les statuts de SCI problématiques, les virements vers Ben Ali Consulting, le témoignage de Nathalie Guerrier depuis Lyon et le rapport de l'huissier de justice que j'avais fait diligenter 2 semaines avant la vente pour constater l'état de l'appartement et la liste de ce qui s'y trouvait, ce qui documentait le fait que personne d'autre ne vivait dans cet appartement où n'y avait de droit réel. La réponse de l'avocat de Karim, 1 semaine plus tard, était nettement plus courte. C'est à ce moment-là que les autres révélations ont commencé à tomber. L'enquête préliminaire ouverte par le parquet sur les virements vers Ben Ali Consulting avait produit des résultats que Maître Leblond m'avait communiqués lors d'une réunion en juillet. Le compte de Ben Ali Consulting avait reçu non seulement les 22 000 € du compte joint, mais aussi des paiements en provenance de 2 autres sources. L'une était une femme de 69 ans à Toulouse, une autre famille, une autre histoire. L'autre était un compte dont l'origine était encore en cours d'identification, mais qui présentait des mouvements cohérents avec une activité de sous-location illégale d'un bien immobilier appartenant à un tiers. Autrement dit, Karim avait monté un système, pas une improvisation, un système. Il y avait aussi, et c'est la révélation qui avait fait blanchir Sébastien quand il l'avait apprise, une société à responsabilité limitée enregistrée au Luxembourg, dont Karim était l'associé majoritaire et Sébastien l'associé minoritaire, avec une participation de 15%. Une société dont Sébastien m'avait dit, quand la vérité était remontée, qu'il pensait que c'était un investissement sans risque dans l'immobilier locatif luxembourgeois. Sébastien avait signé les statuts. Il avait apposé sa signature sur des documents d'une société dont les activités réelles restaient à éclaircir et dont l'adresse sociale était un cabinet de domiciliation commerciale à Esch-sur-Alzette. Sébastien avait découvert l'étendue de ça à la fin de l'été. Je le sais parce que son avocat, il s'était pris un avocat, lui aussi, séparé de celui de Karim, avait contacté Maître Leblond pour demander si une collaboration était possible dans le cadre d'une procédure dirigée conjointement contre Karim. Maître Leblond m'avait transmis la demande. Je l'avais lue dans le salon de Jacqueline, avec la lumière d'août qui entrait par les fenêtres et l'odeur de basilic frais que Jacqueline cultivait sur son balcon. Je lui avais dit de répondre que ma démarche était personnelle et que je n'envisageais pas de procédure commune. Sébastien voulait maintenant combattre celui qu'il avait protégé pendant 7 ans. Sébastien voulait maintenant être du côté de sa mère, la mère qu'il avait laissée seule face aux manœuvres, la mère dont il avait signé les statuts de SCI devant lui sans rien dire, la mère à qui il avait demandé une procuration sur son compte à la demande de l'autre. Non, il avait fait ses choix. Il pouvait gérer ses conséquences tout seul. L'audience au tribunal judiciaire de Paris s'est tenue un mardi de septembre 2023 dans la salle d'audience du 13e arrondissement. L'odeur de bois ciré et de papier vieux, les rangées de chaises en bois dur, la lumière qui entrait par les hautes fenêtres à croisillons. Karim était là avec son avocat, un homme élégant du 16e arrondissement qui s'était visiblement attendu à une vieille dame intimidée et qui avait trouvé à la place Maître Leblond avec un dossier de 342 pages. Maître Leblond avait exposé les faits avec la précision d'un chirurgien. Les 22 000 € virés depuis le compte joint vers Ben Ali Consulting entre janvier 2020 et décembre 2022, constitutifs d'un abus de confiance au sens de l'article 384 du Code pénal. Les statuts de SCI présentés le 11 juin, dont les clauses visaient à priver la propriétaire de ses droits de propriété sur son bien principal, constitutifs d'une tentative de fraude. Les faux témoignages sur mon état de santé auprès de tiers, documenté par 2 de mes amis qui avaient accepté de témoigner par voie d'attestation, et le dossier Nathalie Guerrier, l'ancienne compagne à Lyon, qui avait fourni une attestation décrivant le même schéma de comportement, établissant ainsi un mode opératoire répété. L'avocat de Karim avait tenté d'établir que j'avais agi sous l'emprise d'une influence extérieure. Mon frère Pierre, selon lui, m'avait manipulé contre Karim. Cette ligne de défense s'était effondrée quand Maître Leblond avait présenté les dates du cahier bleu. Les premières notations étaient de mars 2020, antérieures de plusieurs mois à toute intervention de Pierre. Karim,
pendant l'audience, avait gardé son expression contrôlée jusqu'au moment où Maître Leblond avait cité le montant total des fonds identifiés comme ayant transité vers ces structures, 47 000 € au total, en incluant les paiements depuis la femme de Toulouse et les autres sources identifiées. Ce chiffre l'avait traversé comme une gifle. Pour la première fois depuis 7 ans, j'avais vu le masque glisser. Pas de façon spectaculaire. C'est la réserve française. Même dans l'effondrement, on ne hurle pas dans les salles d'audience. Mais ses épaules s'étaient affaissées d'1 centimètre. Et ses yeux avaient eu cet imperceptible tremblement du regard qu'on a quand on comprend que la partie est perdue. Sébastien n'était pas là. Son avocat était là, dans les tribunes réservées aux tiers intéressés. Et Sébastien, il me l'a dit beaucoup plus tard, dans une lettre que j'ai reçue en décembre et que j'ai lue une fois avant de ranger dans le tiroir du bas de la commode de ma nouvelle chambre, Sébastien attendait dans un café à 200 mètres du tribunal, incapable d'assister à la destruction de l'homme avec qui il avait partagé 7 ans de sa vie, et incapable d'assister à la façon dont il avait laissé sa mère seule face à cet homme. À la sortie de l'audience, son avocat m'avait intercepté dans le couloir. Il avait dit que Sébastien souhaitait me parler, que Sébastien regrettait. J'avais regardé cet avocat, un jeune homme d'une 30aine d'années avec une cravate bordeaux, et je lui avais dit « Je sais qu'il regrette, mais les regrets n'effacent pas ce qu'il a choisi de faire. Et il a choisi. Moi aussi j'ai choisi. Et mon choix, c'est d'avancer sans lui. » L'avocat avait hoché la tête. Il n'avait pas insisté. Le jugement du tribunal judiciaire avait été rendu 6 semaines plus tard. Karim Ben Ali avait été reconnu coupable d'abus de confiance et condamné à restituer la somme de 22 000 €, assortie d'une peine d'emprisonnement de 18 mois avec sursis et d'une interdiction d'exercer toute activité de conseil financier pendant 5 ans. La société Ben Ali Consulting avait été déclarée en liquidation judiciaire. Le dossier transmis au parquet de Toulouse était en cours d'instruction séparée pour les faits impliquant la dame toulousaine. La Direction générale des finances publiques avait par ailleurs ouvert un contrôle fiscal sur les activités de la société luxembourgeoise à la suite d'un signalement effectué par le procureur. Les biens de Karim, un compte bancaire au Crédit du Nord avec 32 000 € de provisions, et une voiture de fonction qu'il avait réussi à transformer en propriété personnelle via un montage contractuel, avaient fait l'objet de mesures conservatoires signifiées par l'huissier de justice le jour du jugement. Il avait perdu sa réputation professionnelle dans le milieu de conseil où il évoluait. Les réseaux parisiens sont petits et les nouvelles circulent. 3 de ses anciens clients avaient pris contact avec Maître Leblond pour obtenir des informations sur la procédure. 2 d'entre eux envisageaient leur propre démarche. Quant à Sébastien, sa signature sur les documents de la société luxembourgeoise l'exposait à une responsabilité solidaire pour les dettes fiscales qui pourraient être découvertes. Son avocat négociait en ce moment un accord de coopération avec l'administration fiscale en échange d'informations sur les opérations auxquelles il avait participé sans, disait-il, en comprendre pleinement la nature. Ça, c'est son affaire, pas la mienne. Il avait perdu l'appartement du 14e. La location avait été résiliée parce que Karim n'avait pas payé les 3 derniers mois de loyer. Il avait perdu les économies communes qu'il avait dans les structures de Karim. Il avait perdu des amis qui ne comprenaient pas ce qui s'était passé et qui avaient repris leur distance par prudence ou par des aveux. Et il avait perdu, ou plutôt, il n'avait jamais eu, mais il l'avait cru jusqu'à ce que la réalité le rattrape, un futur dans lequel l'appartement de sa mère lui appartiendrait un jour. Je n'ai pas de nouvelles directes de lui, je n'en cherche pas. Il m'a envoyé cette lettre en décembre, une lettre longue, dans laquelle il expliquait qu'il avait compris, qu'il regrettait, qu'il voulait qu'on puisse un jour parler. J'ai lu cette lettre. Elle était sincère, autant qu'on peut en juger sur papier. Peut-être qu'il a vraiment changé. Je ne sais pas. Je n'ai pas cherché à savoir. Ce que je sais, c'est que cet homme a fait des choix pendant 7 ans. Des choix qui avaient leur propre logique, leur propre intérêt, et dans lesquels ma souffrance n'entrait pas en compte. Et que je ne suis pas sa mère de façon inconditionnelle, comme si le lien de sang effaçait tout. Je suis sa mère. Et je l'aime encore d'un amour qui ressemble à une cicatrice, présent, mais transformé. Mais mon amour ne m'oblige pas à ouvrir une porte qu'il a lui-même fermée à plusieurs reprises. Je n'attends pas son retour. Et je n'attends pas de ne plus l'attendre pour être heureuse. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. J'habite dans un appartement de 65 mètres carrés dans le 11e arrondissement, rue Oberkampf, au 4e étage d'un immeuble des années 30, avec un balcon qui donne sur les toits
et une vue sur les cheminées et les toits de zinc qui brillent sous la pluie. J'ai acheté cet appartement en octobre 2023, avec une partie du produit de la vente de l'ancien, pour 285 000 €. Il me reste un capital placé en assurance vie, géré par un conseiller que Maître Leblond m'a recommandé, pas celui de Karim, et ma retraite de 1 840 € par mois qui continue d'arriver à la même date chaque mois sur mon compte personnel. Le matin, je descends acheter ma baguette tradition à la boulangerie en bas de l'immeuble. Ils font aussi une baguette de seigle qui est d'une régularité admirable. Je bois mon café allongé sur le balcon quand le temps le permet, et dans la cuisine quand il pleut en regardant les toits et les pigeons. L'odeur du café mêlée à celle du pain grillé, le bruit du quartier qui commence, les livreurs, les premiers clients du café en bas, le ronronnement de la ville qui reprend. Le mardi et le vendredi, je vais au marché de la place d'Aligre. Oui, le même marché que dans le 12e, à 20 minutes à pied, et ce chemin que je refais me plaît parce qu'il me rappelle d'où je viens sans que ça me pèse. Je retrouve Yvette une fois par mois quand elle monte de Montpellier pour voir ses petits-enfants. Je vais au cinéma MK2 Bastille le mercredi après-midi, le tarif réduit pour les plus de 65 ans que je n'avais jamais utilisé. Je me suis inscrite à un atelier de céramique dans le 11e, le jeudi soir, 2 heures à travailler l'argile, à construire quelque chose avec ses mains, à laisser la forme venir. Pierre m'emmène rouler à vélo en forêt de Fontainebleau certains dimanches. Jacqueline me rejoint parfois. Nous mangeons des sandwichs sur un banc en forêt et nous parlons de nos mers, de nos étés en Bretagne, de ce que nous voulons faire des prochaines années. Ce sont les prochaines années qui m'intéressent. Pas ce qui est derrière. Il y a quelques semaines, en préparant mon cassoulet du vendredi, une recette que j'ai affinée pendant 30 ans et dont je suis honnêtement fière, je me suis surprise à penser à ce que j'aurais voulu dire à moi-même 10 ans plus tôt, à cette femme qui notait dans son cahier bleu en se demandant si elle exagérait. Ce que j'aurais voulu lui dire, c'est « Non, tu n'exagères pas. Ce que tu ressens est réel. Ce que tu vois est réel. Et tu as le droit de le défendre. » La première chose que j'aurais voulu lui dire, c'est que les instincts méritent d'être pris au sérieux. Pas l'anxiété générale, pas la peur de rien, mais le sentiment précis, répété, documenté, que quelqu'un agit systématiquement dans un sens qui te défavorise, ce sentiment-là mérite une réponse concrète, pas une thérapie pour apprendre à l'ignorer. La deuxième chose, c'est que les outils légaux existent. En France, ils sont réels, précis, et ils fonctionnent quand on les utilise correctement. Un huissier de justice qui constate, une avocate qui construit, un notaire qui valide, un tribunal qui tranche. Ce n'est pas une garantie absolue, mais c'est une structure qui défend ceux qui savent s'en servir. Et savoir s'en servir commence par un premier rendez-vous qu'on prend parce qu'on en a assez d'attendre. La troisième chose, c'est que l'amour filial est réel, mais qu'il n'implique pas l'impunité. Mon fils m'a aimé à sa façon, j'en suis convaincue. Mais il a fait des choix qui lui ont appartenu, et il vit aujourd'hui avec les conséquences de ses choix, pas avec les miennes. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'équité. La quatrième chose, et c'est peut-être la plus difficile à entendre pour celles d'entre vous qui sont encore dans le milieu de cette histoire, c'est que le pardon n'est pas une condition préalable à la reconstruction. On vous dira que le pardon libère, peut-être, mais la liberté, elle, ne dépend pas du pardon. Elle dépend de la décision de ne plus mettre sa vie entre les mains de quelqu'un qui a montré répétément qu'il n'en ferait rien de bon. Je ne déteste pas Sébastien. Je ne déteste pas Karim. La haine prend de l'énergie, et mon énergie à 68 ans, je la mets ailleurs. Mais je ne les attends pas. Je n'attends pas leurs regrets, leurs appels, leurs lettres tardives. Je ne laisse pas la porte ouverte en espérant qu'ils frapperont. La porte est fermée de l'intérieur, et de ce côté-ci, il fait chaud, il fait calme, et ça sent le cassoulet du vendredi, et le café du matin, et la glaise du jeudi soir à l'atelier. Ce soir, je prends mon café sur le balcon. Les toits de zinc du 11e brillent sous la lumière de fin d'après-midi. Un peu de vent dans les rues, l'odeur de la ville après la pluie, le bitume mouillé, les platanes, quelque chose de propre et de recommencer. J'ai 68 ans. J'ai bâti ma vie 2 fois. La deuxième fois, je l'ai bâtie pour moi seule, et elle est meilleure. Comme le jardin qui passe l'hiver sous la neige et que personne ne croit mort, je savais que je reviendrais au printemps. Mais cette fois, sans les mauvaises herbes. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans cette histoire vous a touché. Peut-être parce que vous le vivez.
peut-être parce que vous le pressentez. Peut-être parce que vous connaissez quelqu'un qui attend encore de comprendre qu'elle a le droit d'agir. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. De Paris, de Lyon, de Marseille, de Bruxelles, de Montréal, de n'importe où dans le monde francophone, où des femmes construisent leur vie et méritent qu'elle leur appartienne. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Parce que chaque histoire ici se termine par de la justice, pas du cinéma, pas de la philosophie de comptoir, mais de la justice réelle, construite pas à pas, avec les outils que la loi met à notre disposition. Vous avez le droit de poser des limites, vous avez le droit de les défendre, vous avez le droit de ne pas pardonner, et vous avez le droit d'être heureuse sans demander la permission à ceux qui ont essayé de vous en empêcher. Le like, c'est pour les femmes qui ont ouvert leur cahier bleu ce soir. Le partage, c'est pour celles qui hésitent encore. Et la prochaine histoire, elle arrive bientôt. Et elle aussi va vous montrer que la justice, ça se construit, avec de la patience, de l'intelligence et la conviction absolue qu'on mérite mieux que ce qu'on a accepté de subir. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.